Économie le max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, l'Irak, un pays dont le potentiel de revenus pétroliers pourrait atteindre 200 milliards de dollars par an dans 20 ans. Mais en attendant, le développement des infrastructures prend du retard. Illustration dans un instant dans le domaine de l'agriculture, un secteur parfois oublié, vous le verrez, par les autorités. Et puis une plongée dans l'univers des franchises américaines. Seront-elles capables de conquérir le marché israélien ? On assiste ces derniers temps à une véritable offensive de Washington via son ambassade. Alors des vertus, des inconvénients, des barrières culturelles également. On verra tout cela en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'actualité économique mondiale. Pour commencer, d'abord ce rapport de l'OCDE, l'Organisation de développement et de coopération économique, publié hier. Il montre une nette diminution des exportations en provenance des pays du G7 et des BRICS. Autrement dit, les principales puissances de la planète. Moins 2,6% pour ce collectif de pays au premier trimestre, en comparaison avec les 3 derniers mois de 2013. Moins 0,1% parallèle pour leurs importations. Des données très en dessous des prévisions de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui tablait sur un retour solide de la croissance après plusieurs années désastreuses. Autant dire que la reprise mondiale est loin encore d'être une évidence. Peut-être un nouveau très gros client pour le gaz russe. Après l'accord historique entre Moscou et Pékin la semaine dernière, eh bien c'est l'autre géant d'Asie, le Japon, qui pourrait emboîter le pas. Une trentaine de députés nippons souhaitent que leur gouvernement reprenne les pourparlers en vue de la construction de 1300 km de gazoducs pour relier l'archipel aux confins est de la Russie. Un projet à 6 milliards de dollars. La dépendance énergétique de Tokyo depuis 3 ans et l'accident nucléaire de Fukushima pèsent toujours très fortement sur sa balance commerciale. La facture du gaz naturel a plus que doublé depuis la catastrophe. On reste en Asie. Le vin, la Chine, à Hong Kong, le salon Vinexpo Asie-Pacifique s'est ouvert hier et c'est inédit en 10 ans. La tendance est à la baisse de la consommation en Chine, moins 3,8% l'an dernier. Grand perdant, les vins français, mais pour certains, c'est uniquement conjoncturel et dans la région, ce ne sont pas les marchés émergents qui manquent. Nous parlons beaucoup d'autres marchés comme le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande, la Corée ou Taïwan. Tous ces marchés sont en train de se développer et vont poursuivre leur développement avec une croissance à 2 chiffres au cours des 5 prochaines années. Donc c'est très important pour nous de recevoir ici, à Wine Expo, tous les importateurs venant de ces pays. Les ventes de vins français sont réduites en 2013. Mais elles repartent sur l'année 2014. Nous avons sur le premier trimestre 2014 une progression de 40% de nos ventes cette année. Donc ce qui montre que c'était un effet conjoncturel qui devrait passer. En Afrique du Sud, c'est une grève qui n'en finit plus, celle qui touche les mines de platine. Elle dure depuis janvier et ce matin, le nouveau ministre des Mines a annoncé l'échec des négociations. Les syndicats réclament toujours le doublement de leur salaire à 880 € par mois. En face, les 3 géants du secteur proposent d'arriver à cette somme dans 3 ans, prime incluse. Une grève qui mine désormais aussi la croissance du pays puisque le PIB affiche un recul inédit au premier trimestre, moins 0,6%. C'est une première en 5 ans. Enfin, un mot de la bataille en France en vue de l'acquisition du pôle énergie d'Alstom. Elle oppose, on le sait, General Electric, l'américain, à l'allemand Siemens. General Electric qui s'engage aujourd'hui à créer 1000 emplois sur 3 ans. Son offre ferme de 12,3 milliards d'euros est toujours la seule sur la table pour le rachat d'Alstom, le pôle énergie. Elle court jusqu'au 23 juin. Siemens, de son côté, promet une offre d'ici au 16 juin. Si ce processus garantit bien une égalité de traitement et un juste accès à l'information jusqu'au bout, alors Siemens présentera sa proposition le 16 juin au plus tard. Ce choix européen ne serait pas anodin dans un monde globalisé. Lui seul assurait la pérennité de décision, de production, de recherche et donc d'emploi et d'investissement. Cette possibilité d'une alliance entre ces 2 grandes entreprises européennes, riches de leur savoir-faire, de leur longue histoire, ne se présentera pas une deuxième fois. Et cap sur l'Irak, pays traumatisé et dont la reconstruction fait l'objet d'un véritable engouement planétaire. 500 milliards d'euros d'investissement prévus. Mais sur place, eh bien, certains secteurs de l'économie semblent encore à l'abandon. C'est le cas de l'agriculture. Le manque de financement public plombe la rentabilité. Bagdad, 2e exportateur pourtant de pétrole de l'OPEP, a suspendu les subventions sur le fioul aux agriculteurs. Anthony Lesme, d'où dépeint ce paradoxe.
Connue comme le grenier de l'Irak, la région d'Oudaïm, à 80 km au nord de Bagdad, est productrice de blé et d'orge. 30 000 personnes vivent de cette culture. Selon le plan agricole, 5 000 hectares de blé et d'orge ont été cultivés, en addition des 2 000 non prévus dans le plan. Cette saison, nous attendons une forte production de blé et d'orge grâce aux fortes pluies et à l'amélioration de la fourniture d'électricité. Selon le préfet de région, tout semble aller dans le meilleur des mondes. Mais des années de guerre, d'isolement et de sous-investissement ont précarisé l'activité, à laquelle s'ajoute cette année une démission des pouvoirs publics. La plupart des agriculteurs ont été contraints d'abandonner le métier parce qu'ils ne gagnaient plus leur vie. Soit nous travaillons comme des fous pour ne rien recevoir, soit pire encore, nous subissons des pertes financières. Il faut dire que la qualité du blé n'est pas bonne, car il n'y a pas de pesticides, ni de soutien du gouvernement, quoi que ce soit. Un manque d'infrastructures et des difficultés de transport retardent de beaucoup l'acheminement des produits. Une carence doublée d'un véritable paradoxe, puisque l'État irakien, deuxième exportateur de pétrole de l'OPEP, ne subventionne plus le fioul des cultivateurs. Pourtant, l'or noir coule à flot. Rien qu'au mois d'avril, l'Irak a exporté pour 7 milliards de dollars de pétrole. Les agriculteurs souffrent beaucoup et une partie de leur souffrance vient de l'absence de la fourniture en carburant pour leurs moissonneuses-batteuses. La saison de la récolte a commencé il y a 10 jours et jusqu'à présent, les propriétaires de moissonneuses-batteuses n'ont pas été fournis en gasoil. Au final, toutes ces difficultés empêchent de développer le secteur agricole. Le gouvernement préfère alors importer plus de 80% de ses besoins en céréales. Voilà un schéma classique d'une économie rentière. Allez, autre chose à présent, on part à la découverte de ce qui constitue une part importante de la culture économique américaine, les franchises. Starbucks, McDonald's, elles sont envahies la planète. Elles tentent ces temps-ci de s'imposer aussi en Israël. Et vous allez le voir, ça n'est pas gagné d'avance, ni du côté des entrepreneurs, ni de celui des consommateurs. Daniel Roth avec Johanna Citruc. Modéliser une idée, créer un logo, fabriquer et vendre un produit, c'est le schéma classique choisi par bon nombre d'entrepreneurs. Mais il y a une autre solution, moins risquée, la franchise. Aux États-Unis, il en existe environ 850 000 qui emploient quelques 8 millions de travailleurs américains. En Israël, les franchises représentent 5% du PIB, un chiffre qui pourrait bientôt augmenter. La semaine dernière, lors d'une conférence, l'ambassade américaine de Tel Aviv a expliqué vouloir implanter plus de ces entreprises en Israël. C'est notre rôle à l'ambassade de travailler avec des entreprises américaines et de les inciter à venir en Israël, mais aussi d'encourager les entreprises israéliennes à signer des partenariats avec des entreprises américaines. Et c'est un travail à plein temps, en particulier dans la technologie, et c'est peut-être le secteur le plus productif. Gideon Fischer est avocat. Son cabinet travaille actuellement sur la construction d'un cadre juridique destiné aux franchises implantées en Israël. Pour lui, la hausse du nombre d'établissements franchisés dans la région est une occasion de réunir travailleurs israéliens et palestiniens. En passant par les entreprises, nous pouvons réunir des Palestiniens et des Israéliens, créer de l'intérêt mutuel, un intérêt financier qui rassemblera face aux États-Unis, face au monde. Donc si ce n'est pas pour d'autres raisons, ça sera au moins pour faire des bénéfices. Pour autant, tout n'est pas joué d'avance. Avec ses valeurs bien ancrées, Israël est un marché particulièrement dur à percer. Starbucks, qui est pourtant un succès mondial, n'a pas réussi à s'y implanter. La marque a tenté de s'y installer en 2001, mais les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. À peine 2 ans plus tard, Starbucks n'a alors pas d'autre choix que de fermer ses établissements israéliens. Il ne faut pas oublier que même un concept qui fonctionne partout ailleurs doit encore être adapté aux besoins et aux désirs de la culture locale. De plus en plus d'entreprises étrangères acceptent de relever le défi. Mais pour l'heure, la plupart des marques présentes en Israël sont d'origine américaine. Voilà, la franchise industrielle, est-ce vraiment adaptée à la culture, à l'esprit d'entreprise israélien? Et justement, notre invité est un acteur de ce milieu très spécifique des franchises. Bonjour Steven Wolston. Hello, good morning, good afternoon. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez créé et vous dirigez l'Institut de la franchise en Israël. D'abord, au niveau de votre tâche, de votre travail, est-ce que c'est difficile en Israël? Est-ce que la franchise, ça intéresse les entrepreneurs israéliens? Yeah, well, my particular
Mon domaine d'expertise en particulier est très intéressant. J'ai créé l'Institut de la franchise en Israël. Il n'y avait rien de semblable jusqu'à présent. L'objectif de cet institut, c'est d'améliorer les standards et les pratiques en matière de franchise en Israël. J'ai donc dû faire des recherches pour comprendre quels sont les standards et de quelle façon on peut les perfectionner. Donc c'est très intéressant mais très exigeant. Alors, qui dit franchise en provenance de l'étranger dit aussi management importé de l'étranger. On imagine qu'en Israël, il y a quand même quelques règles à respecter. The way I see it is that Israel knows what they're doing in terms of general management and absolutely any. De mon point de vue, les Israéliens savent ce qu'ils font en termes de gestion. Chaque compagnie internationale qui vient ouvrir une franchise en Israël doit impérativement respecter les règles et les lois israéliennes du commerce. Like they do in all other countries, they obviously respect the rules and regulations. And having said that, donc évidemment, comme dans tous les pays au monde, il faut respecter les réglementations. Mais cela dit, les entreprises israéliennes ont aussi beaucoup à apprendre des pratiques des franchiseurs américains, de la manière dont ils gèrent leur compagnie. Donc tout le monde y trouve son compte, car chacun respecte les priorités de l'autre. Vous pensez aussi que les franchises est un meilleur moyen peut-être de rassembler les Israéliens et les Palestiniens ? The way I see it is, on the contrary, franchising as a business practice, as a business model, is really also about educating and bringing educational best practices in how to do. Je crois que justement, la franchise en tant que pratique ou que modèle commercial peut servir les Israéliens. Ils peuvent apprendre et appliquer d'autres modèles qui marchent dans d'autres pays, comme aux États-Unis. So far as bringing these standards and including all On peut faire appliquer ces standards par différents groupes en Israël, les Juifs, les Palestiniens, tout le monde a y gagné. Un éventuel essor des franchises, culturellement, est-ce que c'est adapté au pays ? Est-ce que ça ne risque pas d'être perçu un petit peu comme une invasion des étrangers et des Américains en premier lieu ? Well, no. To call it an invasion, I think, is a little bit, Non, je pense que ce ne serait pas correct d'appeler ça une invasion. En observant la manière d'agir des compagnies américaines, et elles ont prouvé que leur système marche, je ne vois pas ça comme une invasion. Chaque pays qui veut exporter ses compétences y voit aussi une façon d'améliorer ses propres commerces. Tout le monde y gagne. Il ne s'agit pas de prendre le contrôle d'autres pays. Il s'agit plutôt de protéger ses propres intérêts et d'étendre ses industries internes. Merci Steven Wolfson d'avoir accepté notre invitation. Et on va passer au Media Watch. La revue de presse et les conséquences parfois inattendues de la crise financière, elles s'accompagnent, figurez-vous, d'une aggravation des cas d'obésité. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors c'est ce qu'affirme en tout cas, preuve à l'appui, l'OCDE. Oui, selon un rapport publié hier, mardi, la crise financière de 2008 a accéléré le développement du surpoids et de l'obésité dans les pays de l'OCDE. Donc avec la crise, en fait, beaucoup d'individus ont perdu leur emploi. Résultat, ils ont à la fois réduit leurs dépenses alimentaires et surtout, ils ont augmenté leur consommation de produits à bas coût. Et qui dit produit à bas coût dit généralement produits de moins bonne qualité et donc produits plus caloriques. Par exemple, aux États-Unis, entre 2007 et 2009, pour chaque hausse du taux de chômage de 1%, la consommation de fruits et de légumes a diminué, elle, de 5,6%. Le problème aussi, c'est que l'obésité, ça a tendance à créer des problèmes médicaux, par exemple des maladies cardiovasculaires ou encore du diabète. Et ce sont des problèmes qui ensuite engendrent d'autres dépenses de santé, donc des dépenses supplémentaires pour des personnes qui sont déjà appauvries, qui ont déjà beaucoup perdu à cause de la crise. Un beau cercle vicieux. Alors cette crise, pour beaucoup, ça aurait été une catastrophe, mais certains s'en sont bien sortis et un millionnaire américain a décidé d'offrir une partie de sa fortune d'une manière assez originale. Oui, c'est un millionnaire anonyme de San Francisco, donc en Californie, qui a décidé de faire preuve de générosité et d'offrir une partie de son argent, mais plutôt que de choisir une personne ou une association au hasard, il a décidé de faire ça en fait sous forme
forme de jeu pour s'amuser, sous forme de chasse au trésor. Et pour ça, ils cachent des enveloppes avec de l'argent à l'intérieur, entre 20 et 100 $ à chaque fois, ou alors des tickets de loterie. Et ensuite, il donne des indices via son compte Twitter pour que les habitants en fait, de San Francisco puissent retrouver les fameux trésors, que ce soit dans des restaurants, dans des cafés, accrochés à des statues, accrochés à des horodateurs ou même enfouis sous le sable. Et depuis en fait que le jeu a débuté donc jeudi dernier, le millionnaire a déjà caché plus de 4 000 $. Un joli jeu de piste sympathique, merci Johanna, et avis aux amateurs aussi. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. L'innovation israélienne sera à l'honneur. Restez avec nous, l'info continue.